Ok. Bon, bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On va parler des désamours des tests. Et on commence avec une question pour vous. À quoi pensez-vous quand vous pensez aux tests? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que peut-être parmi vous, il y a quelqu'un qui, pendant les 2 dernières années, a pensé au Covid test? Ouais. Est-ce que les tests pour vous, c'est plutôt des messages d'erreur, quelque chose qui apparaît en rouge, qui n'est pas très agréable à regarder? Ou est-ce qu'alors, vous êtes des enthousiastes des tests, vous êtes passionnés, vous êtes enthousiastes, vous adorez les tests, vous parlez des tests autour de vous, vous faites du TDD du jour au soir? Ou bien est-ce que c'est une histoire d'amour entre vous les tests? Est-ce que vous aimez les tests? C'est quelque chose, c'est une histoire d'amour récente ou une histoire d'amour plutôt ancienne? Ou est-ce qu'alors vous trouvez les tests ennuyeux? Ils vous empêchent en fait de faire des changements, ils vous ralentissent plutôt que vous aider. Ou bien est-ce qu'on peut carrément dire que entre vous les tests, c'est compliqué? Ça marche pas. Vous n'avez pas trouvé la bonne façon, ou vous avez même carrément jeté l'éponge. Bah là aujourd'hui on va se faire une petite séance de thérapie de couple pour améliorer la relation avec les tests. Alors, on va vous donner des moyens de travailler la relation. On est conscient qu'en 45 minutes, on ne peut pas résoudre tous les soucis et observer toutes vos incompréhensions. Voilà. Et on commence pour se présenter. Donc moi, c'est Paola Ducolline. Je suis développeuse chez Datadog. J'aime bien cuisiner. Et j'aime bien organiser des meet-ups avec Ladies of Code à Paris et QJS. Moi aussi, je suis développeur chez Datadog. Je travaille sur le front-end des logs chez Datadog. Moi, j'aime bien les disques vinyles. Et sur Twitter, moi, c'est Florence en le. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir le coup de foudre avec les tests, évidemment. On va se demander pourquoi on teste ou pourquoi on ne teste pas, d'ailleurs. Et après, on va aborder quelques défis que nous, on a eu dans notre vie avec les tests, dans notre relation avec les tests, et comment on les a surmontés. Donc, les tests et le web. Des tests qui aident le changement plutôt que l'empêcher. Tester manuellement en 2022 et tester face à l'imprévu, face à ce qu'on ne s'attend pas. On commence? Alors, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureuse ou amoureux avec les tests? Ah, c'est bien. Est-ce que vous avez déjà eu un moment où vous avez regardé un test et vous avez dit « Ah mais c'est beau ». Ouais. Ou est-ce que vous avez déjà eu un moment aha, un moment où vous avez compris finalement à quoi ça servait un framework? Ou vous avez dit « Ah mais c'est génial, c'est comme ça que ça marche ». Ouais, cool. Alors, moi, je trouvais les tests hyper ennuyeux, je ne testais pas, jusqu'il y a 2 3 ans. Et après, j'ai vu ces deux talks, un sur le Property-Based Testing par Nicolas Debian, et l'autre c'est Finding the Fun in TDD with React par Yves Porcello, qui m'ont montré en fait qu'on pouvait d'un côté s'amuser avec les tests, et qu'on pouvait résoudre en fait des cas spécifiques qui sont hyper compliqués à résoudre à la main, tels que les race conditions. Est-ce que quelqu'un a déjà eu a fait face aux race conditions en JavaScript, par exemple? Voilà. Property-based testing, c'est la solution. Moi, de mon côté, c'est la première fois, en fait, il y a 7-8 ans, quand j'ai écrit mon premier test end-to-end, et quand j'ai vu, en fait, qu'en écrivant, en faisant un petit script qui va tester mon interface, et quand on voit ce script qui tourne à toute vitesse, ça donne presque mal à la tête de le voir tourner comme ça. Et quand j'ai vu qu'en fait, en 10 secondes de test, on arrivait à tester 2 jours de travail, j'étais vraiment... Et ça m'a presque changé, c'est-à-dire qu'avant j'étais quelqu'un, j'avais peur de mettre en prod, j'étais assez... je mettais pas mal de résistance à mettre en prod, et aujourd'hui j'ai envie de mettre en prod chaque fois que je merde une pull request. On va se demander pourquoi on teste. Alors pourquoi on teste? En fait c'est
pas forcément naturel de tester. Moi, quand j'ai fait des études d'informatique, j'ai appris les algorithmes, les structures de données, etc. Mais les tests, c'est quand même quelque chose qui est pas toujours naturel. Et puis quand on écrit un test, je sais pas si vous trouvez, mais il y a un côté un petit peu, on se met en danger. Enfin, on peut, c'est pas très marrant d'avoir un test qui nous dit qu'on s'est trompé quand même, qu'on on montre du doigt, là on dit c'est trompé, la CIA il le voit, tout le monde là, c'est assez bizarre. C'est un peu comme quand on publie du code sur internet la première fois, ou quand on fait une pull request sur un nouveau projet, on est là, mais je vais faire une pull request là, à quelle sauce je vais être mangé, il y a un peu ça. Puis il y a des raisons pour lesquelles on teste. La première, je pense que vous y pensez, c'est éviter d'avoir un incendie en prod, d'éviter d'avoir des gros bugs, des pertes de données, un site qui n'est pas dispo, etc. Puis il y a d'autres raisons. Nous, on est des développeurs et en fait, notre métier, c'est le changement. C'est-à-dire, si on en a fini avec le changement, c'est fini pour nous, comme le dit Benjamin Franklin. Et pour nous, le changement, c'est pouvoir faire du refactoring. Pouvoir dire, dans pratiquement tous les devs qu'on fait, en fait, très souvent, on fait un ou plusieurs refactoring. Et pour nous, c'est important. Une autre raison, c'est de pouvoir documenter les comportements qu'on implémente dans le code. On les a dans le code, mais ça serait bien d'avoir un moyen de les documenter. Et on a envie que les tests puissent nous aider. On a envie d'avoir un feedback assez rapide quand on écrit des tests. C'est-à-dire savoir, attention, là, je suis en train de partir sur la mauvaise direction. Ce que je fais, là, ça ne va pas marcher. Et on a envie d'avoir ce feedback assez rapidement. Et puis, alors, une autre raison, ça, c'est l'immeuble où j'habite. Et l'immeuble où j'habite, il est pas mal, c'est un immeuble des années 60, etc. Mais devant, là, il y a quand même une marge de 15-20 cm. Et c'est pas du tout accessible. C'est-à-dire, si je veux faire venir un ami en fauteuil roulant, il peut pas rentrer, il est obligé de passer par la porte de garage. Et il y a plein de sites, c'est comme ça. Il y a plein de sites qui ne sont pas du tout accessibles. Et on va vous montrer qu'en fait, les tests peuvent nous aider pour l'accessibilité. Alors, on a nos raisons de tester, mais qu'est-ce qu'on attend dans cette relation avec les tests? Parce que c'est bien beau de dire toutes ces raisons, mais il faut encore que ça se passe bien. On attend à ce que les tests nous permettent de trouver des vrais bugs. C'est-à-dire des vrais bugs, c'est-à-dire si le test passe, on a envie d'avoir une bonne confiance qu'il n'y a pas de bug. Si le test ne passe pas, on a envie qu'il y ait un bug. On n'a pas envie que le test ne passe pas. En fait, on teste, ah bah non, mais en fait, il n'y a pas de bug, c'est juste le test qui est mal fichu. Ça, c'est un faux positif, c'est très désagréable. Les faux négatifs, c'est-à-dire le test passe, mais il y a quand même un bug, c'est très difficile. Dijkstra nous dit, les tests ne peuvent réussir qu'à prouver que dans notre soft, il y a des bugs. Donc, c'est très difficile de limiter les faux négatifs. Néanmoins, si on peut déjà éviter les faux positifs, c'est déjà pas mal. On a envie de pouvoir aller vite. On a envie d'avoir un feedback rapidement. On n'a pas envie qu'on lance les tests et que ça prenne 3 plombes pour avoir le résultat. Allez, sinon je fais alt-tab, je fais autre chose, etc. On a envie que les tests, ça aille vite, mais sur le long terme. On n'a pas envie d'écrire une fonction quand on fait un changement, on n'a pas envie de se taper des mises à jour de tests à répétition super longues. Voilà. Du coup, on va commencer par parler de notre relation avec les tests sur le web. Beaucoup de gens nous disent, tester sur le web, c'est pas naturel. Les tests, ils ne voient pas l'interface comme moi je la vois, comme moi je peux la toucher. Et c'est vrai, ça c'est l'interface du produit sur lequel je travaille. C'est une interface web, elle est assez chargée, etc. On peut cliquer dessus, on peut interagir. Mais moi, en tant que développeur, qu'est-ce que je fais? Moi, je produis du HTML. Je fais un site qui est certes dynamique, mais qui produit du HTML comme ça. Et dans un test, j'ai envie de dire, je veux cliquer sur le bouton Add Group. Et il y a un moment, il va falloir réussir, le framework de test va devoir dire où est-ce que je trouve ça dans le DOM. Et ça, c'est pas naturel en fait. Mais on peut se demander, est-ce que c'est pas une problématique finalement d'accessibilité? C'est-à-dire que dire que je veux cliquer sur le bouton Add Group, là, on aimerait pouvoir dans le test, pouvoir juste avoir à décrire ça. Pas avoir à dire je veux accéder dans tel div, tel bouton, etc. Et ça, c'est le parti pris de la librairie qui s'appelle Testing Library, qui est une librairie qui a fait ce parti de se baser sur l'accessibilité.
C'est une librairie que vous pouvez utiliser avec pratiquement tous les frameworks du marché, React, Vue, Angular, Svelte. Vous pouvez l'utiliser aussi si vous faites des tests end-to-end avec Cypress, Puppeteer, Testcafe. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une API qui est ultra minimaliste. Il y a juste 8 méthodes, plus leurs variantes, pour récupérer un élément dans le DOM. Et même de ces 8 méthodes, en fait, il faut en retenir qu'une seule. C'est celle-là qui s'appelle getByRole. Et en fait, elle permet de dire exactement ce que je vous ai dit à l'oral. Clique sur le bouton, enfin, récupère le bouton AddGroup. Ici, on va récupérer le bouton avec la méthode getByRole. On va récupérer l'élément qui a le rôle bouton et le nom AddGroup. Alors, comment ça marche? Ça fait appel à... ça marche pour les boutons. Ça marche aussi pour les formulaires. C'est-à-dire ici, on a un formulaire avec un champ input. On a un champ label qui est associé. Donc ce champ label, il est associé avec l'attribut for. Et c'est la même chose. On peut faire un getByRole de textbox en utilisant le nom name. Et ça fait appel à deux notions d'accessibilité. Et du coup, en fait, quand on améliore l'accessibilité, on améliore la testabilité. Ces deux notions, c'est la notion de rôle. Donc renseignez-vous sur l'accessibilité, sur cette notion de rôle. Il y a une quarantaine de rôles qui existent. Vous n'avez pas forcément besoin de les connaître tous. En général, quand vous utilisez par exemple un bouton, un input texte, un input radio, le navigateur sait déjà qu'il n'y a pas besoin de spécifier ce rôle-là. Par contre, si vous mettez une cellule dans une grid, etc., vous allez probablement l'implémenter avec une div, et là le navigateur ne pourra pas savoir quel rôle ça a. Donc vous devrez rajouter l'attribut rôle. L'autre notion, c'est ce qu'on appelle le non accessible, c'est le paramètre name que je vous ai montré. Et ça, pour ça, en tant que développeur, en général, il n'y a pas grand-chose à faire parce que ce non accessible, c'est le contenu texte à l'intérieur de l'élément. Donc si vous avez un bouton avec un label OK, ça va marcher. Si vous avez un champ input avec un label, on va aller chercher le contenu texte du label qui est associé. Donc là aussi, vous n'avez pas grand-chose à faire. Enfin, si votre bouton, il n'y a pas de contenu texte associé, ou alors si sur votre bouton, il y a beaucoup de contenu à l'intérieur, vous aurez intérêt à le surcharger en utilisant les attributs ARIA label. Sur les images, vous pouvez utiliser les alt ou title pour faciliter l'accessibilité. Et ce qu'il y a de très cool, c'est que vous pouvez utiliser les DevTools de Chrome. Vous avez une section qui s'appelle, quand vous survolez un élément, qui s'appelle accessibilité, et qui vous expose ces deux notions. Cette notion, ce name et ce rôle. Et du coup, vous pouvez très rapidement, quand vous écrivez un test, regarder et voir pour les utiliser. Et aussi vérifier si votre site est accessible. Et du coup, ça amène une boucle vertueuse où la testabilité améliore l'accessibilité améliore la testabilité. Du coup, tout le monde est content. Paola, est-ce qu'on a un autre sujet dans notre relation avec les tests? Oui, alors on a parlé d'accessibilité et on avait évoqué avant que parfois on a la sensation que les tests ils nous empêchent les changements parce qu'à chaque fois qu'on doit changer notre code, il faut forcément toucher les tests. Mais alors là, on va parler de comment faciliter plutôt les changements. Dans cet exemple, on a changé la fonctionnalité externe. On a rajouté ce modal pour confirmer l'élimination d'un élément. Là, si on change ce que l'utilisateur va voir, on change de fonctionnalité, probablement on est forcé à changer les tests. Mais si, dans cet exemple-là, on change juste la position de deux boutons, mais la fonctionnalité elle reste la même, est-ce qu'on veut changer les tests? Est-ce qu'on veut avoir à changer les tests? Et c'est là qu'il faut commencer à réfléchir à la fois quand on écrit notre code, mais aussi quand on écrit notre test, à nous donner la liberté des changements. Alors, vu que j'aime bien cuisiner, on fait un exemple avec un tableau de recettes. Donc on a une colonne avec le nom de la recette, le nombre d'ingrédients et le prix. Et on prend ces informations depuis deux endpoints. Un endpoint qui nous donne les recettes avec les ingrédients et un deuxième endpoint qui nous retourne pour chaque ingrédient le prix. Donc il faudra faire de la logique business quelque part pour mettre ensemble les informations et sortir probablement une liste de recettes qu'on va mettre dans un tableau. Où on la met, on l'affiche
dans un composant du design system, parce qu'on a la chance, on a un design system, on a un composant table qui va atteindre en entrée un array de recettes, donc un array d'objets. Dans ce cas, c'est des recettes avec le nom, les ingrédients et le prix. Et la définition des colonnes, donc avec le header et l'accesseur des objets recettes. Nous, on utilise React, du coup, on fait un hook. Si vous n'êtes pas familier avec React, c'est une fonction. On va avoir une fonction qui va récupérer les données depuis le premier endpoint. Il va prendre les informations depuis le deuxième endpoint, il va mettre les recettes ensemble et il va cuisiner notre array de recettes qui va être donné au design system. Alors là, il faudra probablement moquer les données parce qu'on ne veut pas appeler, on veut pas faire des vrais appels réseau. Et il faudra mettre un assert quelque part. Où on le met? Au début, moi, je faisais plutôt des mocks, par exemple, sur le fetch recipes. Si je changeais la logique de fetch recipes, je devais changer le test. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à réfléchir sur les mocks. Les mocks créent des dépendances. Si on change l'interface, si l'interface de l'objet qu'on mock change, il faudra changer le mock. Et là, on est un peu forcé si on est dans un langage typé. Si le comportement interne de la dépendance change, il faudra se souvenir de changer le comportement du mock. C'est pour ça que nous, on a poussé au plus bas possible la dépendance et on a commencé à utiliser mock service worker. C'est quoi? C'est un mocker qui s'interface très bien avec Jest et qui sert à capter les requêtes réseau. En gros, c'est un serveur qui tourne en local. Il y a un tout petit setup pour définir les endpoints qu'on va utiliser pendant notre test. Donc, dans ce cas-là, je vais définir les deux endpoints. Je vais définir aussi les requêtes que cet endpoint il va atteindre. Et je vais définir les réponses. Donc, le payload qui va être retourné. Et c'est totalement transparent pour le système. Le système, il marche tel quel en prod. Ça donne ça. Donc mon assert, je vais le mettre où j'ai mon contrat avec le design system. Et je vais mettre les mocks sur où j'ai les contrats avec les endpoints. Parce qu'à la fois, le design system et les endpoints, ils sont censés changer moins fréquemment que le reste du système. Et là, au milieu, je peux avoir, nous on est en React, on peut avoir Redux, on peut passer à React Query. On peut changer même de système, de framework pour les fetch. On peut passer de Axios à fetch. On pouvait être sur jQuery Promises. Et on change pas, on ne touche pas les tests. C'est pas mal. Et ça donne ça. Donc on utilise render hook qui vient de testing library, ce que Florent disait avant, pour React hook. On attend que le résultat soit loadé. Et on vérifie le contenu de payload de sortie, qui est exactement dans la même structure de données qui va être donnée au design system. Et si on veut s'amuser, on veut changer la façon de visualiser les données. Donc, on change le prix. À la place de mettre le prix, on met des emojis par rapport au prix. On change le visualizer des données, donc dans la définition des colonnes. Et là, qu'est-ce qu'on teste? On va tester un composant qui dedans va utiliser le hook et il va utiliser le design system et on va vérifier, on va mettre notre assert sur le rendu du composant React. On ne change pas les mocks, on ne change pas cette partie-là. C'est donc ça. On utilise getByRole, comme on disait. On cherche la ligne, par exemple pour le premier test, on cherche la ligne row où il y a le nom bread. Et on vérifie que sur la même ligne, within, ça vient toujours de testing library, on a un emoji de l'argent. Et comme ça pour les autres. Ça permet de changer l'ordre des lignes, mais aussi de changer l'ordre des colonnes, sans devoir toucher les tests.
Voilà, moi je l'ai trouvé génial quand j'ai commencé à faire ça. Donc, quelques piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour ce qu'on a vu jusqu'ici. Considérer l'accessibilité quand on fait les tests. Considérons les points d'entrée, les contrats et les API. Éviter de tester les états internes, ou de moquer les états internes, et éviter des dépendances avec les librairies externes. Nous, au début, on mettait nos mocks sur React Query, on utilise React Query, on avait moqué React Query. On a changé de version de React Query, le comportement de React Query a changé parce qu'il y a des defaults qui ont changé. Les tests passaient toujours, on avait des bugs qui n'étaient pas catchés en prod par les tests. On a parlé de tests automatisés, mais est-ce qu'on peut parler en 2022 de tests manuels? Oui. Et d'ailleurs, qui aujourd'hui, en 2022, teste encore manuellement? Ok, on a pratiquement toute la salle. Alors il y a plein de raisons à ça. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je ne fais pas confiance aux tests, je teste manuellement. Et puis il y a aussi un aspect, quand même, on est des développeurs web, on fait de l'UI et aussi de l'UX. Et l'expérience utilisateur, c'est quand même quelque chose qui se vérifie à la main. Enfin, c'est quelque chose de sensible. Et pourtant, quand on dit on teste manuellement, tester manuellement, ça fait pas envie, ça fait pas rêver. Mais en fait, on peut se faciliter un peu, se faciliter un petit peu la vie. Première des choses, c'est déjà d'avoir une CI qui permet de nous builder le site, et c'est sur chaque pull request que vous avez, construire l'application et pouvoir la tester avec des données de prod ou des données de staging ou de vos différents environnements. Ça, c'est assez génial. Vous mettez ça en place, vous mettez un bot qui va vous rajouter un commentaire sur votre pull request. Vous pouvez cliquer très facilement et tester votre site sur les différents environnements. C'est magique. Autre conséquence de ça, une fois que vous avez ça, vous pouvez rajouter dans notre pull request des instructions de QA et du coup pour accéder directement à la bonne URL pour pouvoir tester. Ça aussi c'est un truc tout bête, on rajoute juste cette URL et les gens peuvent tester. Du coup en fait les gens vont se focaliser vraiment sur le test et pas sur récupérer la version, la tester, etc. Ils ont juste qu'à cliquer et ils sont directement dans le bon contexte. Du coup ça facilite quand même beaucoup la vie. Et puis pour se faciliter, je vous propose de regarder un autre outil qui s'appelle Storybook. Je ne sais pas si vous connaissez Storybook. Ok, pas mal de gens connaissent. C'est un outil open source pour construire des composants et des pages en isolation. Et c'est assez pratique parce qu'on va pouvoir écrire des composants de façon complètement isolée. Et d'ailleurs, on peut utiliser Storybook avec Mock Service Worker, donc réutiliser les mocks qu'on a écrits pour le réseau, de façon à pouvoir tester des composants avec Storybook. Donc ça, c'est assez pratique. Chez Datadog, on s'en sert pas mal, et ça nous permet d'itérer avec les product managers et designers, notamment pour tester des combinaisons qui sont parfois un petit peu compliquées à reproduire au niveau réseau, au niveau des API. Et on s'en sert aussi, l'équipe DataVis s'en sert beaucoup pour développer et pour itérer avec les designers et les product managers. Et notamment dans Storybook, il y a une fonctionnalité qui est assez géniale, qui permet en fait d'écrire des storybooks qui soient paramétrables. On va pouvoir modifier les différents paramètres de nos composants. Et ça c'est super pratique. Et du coup, on a exposé en fait dans un storybook tous les composants de DataVis. Alors, on a vu comment tester de façon automatique, comment améliorer notre relation avec les tests pour les tests automatisés, pour les tests manuels. Mais moi, je me dis, tous ces tests-là, c'est quand même par rapport à des choses que je connais, non? C'est pas par rapport à quelque chose que... Enfin, les bugs, moi, j'arrive pas à les prévoir, non? Ouais. Et surtout, est-ce qu'on peut toujours prévoir, est-ce qu'on connaît toujours le comportement de notre code? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de comportement inattendu? Alors, petit moment de vulnérabilité, ça m'est arrivé. On va faire un test, un quiz. On est dans le domaine JavaScript, on l'a compris. On a un array de nombres. Donc 1, 34, 21, 5000. On appelle le sort de JavaScript et on imprime à console le résultat. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, 1, 4,
21, train, 5000. B, 5000, train, 21, 4, 1. C, ou D. Ok, bon, le résultat, c'est C. Merci pour les petits bruits de surprise, merci. Parce que moi, je ne l'attendais pas du tout. Et j'avais bien mis un test. Alors, pourquoi ça arrive? C'est que JavaScript, il ne connaît pas trop ce qu'il y a dans un array. Il va transformer tout en string et il va faire le sort sur les strings. Logique, ouais. Moi, j'avais bien mis un test qui passait. Voilà. Donc, comment faire face à l'inattendu? Property-based testing. Oups, pardon. Donc, plutôt que tester des entrées et vérifier que le résultat soit ce qu'on s'attend, où il faut s'imaginer, donc on est biaisé probablement sur les inputs. Property-based testing va générer des inputs pour nous. On va vérifier la property de notre fonction. Donc, c'est quoi la fonction? C'est sort. On va générer des arrays de nombres, de integers, avec des lengths qui sont différents à chaque itération. Et cette opération va être répétée 100 fois, 1000 fois, on peut le configurer. Donc, quelle est la property dans le sort? La property, c'est que jamais on s'attend que le nombre d'avant, l'élément d'avant, soit plus grand que l'élément d'après. Et je reste un moment sur ça. Ça va donc itérer le test plusieurs fois, et chaque fois que ça échoue, il va nous retourner les exemples avec les entrées qu'ils ont généré l'échec, de façon de pouvoir le répéter à la main, si on n'y croit pas. Et plus que ça, plus avancé, j'ai parlé au début du fait que property-based testing, ça pouvait nous permettre de tester la race condition. Alors, déjà, moi, que je viens plutôt du C++, C#, je suis nouvelle sur le web, je ne m'attendais pas à qu'un framework qui a un seul thread pouvait avoir des race conditions. J'étais surprise quand j'ai découvert qu'il y a des race conditions en JavaScript. Le cas plus simple, plus fréquent auquel on peut faire face, c'est l'autocomplete, donc un search bar, où on envoie les requêtes de recherche vers une API. Toujours nourriture. On va chercher des bananes. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va saisir B, on va saisir A, et on s'attend que ça nous retourne banana. Donc, dans le monde qui marche bien, on va envoyer B, ça va retourner banana blueberry. On va afficher banana blueberry. En même temps, on va saisir A. Ça va. On est content. Mais là, dans le cas réel, dans la réalité, ça peut arriver que la requête BA, la réponse de BA retourne avant la réponse de B. Et là, on a la race condition. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec property-based testing, avec fast-check? On peut rajouter des réponses de durée aléatoire. Donc, on peut randomiser le temps de réponse de chaque requête. Là, c'est la sortie de fast-check. Donc, on voit qu'on a le task 1, 3, 4, 2. Le task 2, il serait censé retourner après le task 1. Et c'est là qu'on a le bug. Autre chose importante, c'est le seed. Le seed, c'est un peu comme dans le cas du sort, c'est le cas qui a échoué. On peut le reproduire localement. On peut reproduire que ce cas-là pour l'analyser. Vous pouvez trouver plus d'exemples sur la repo GitHub de Nicolas Debien, FastCheck. Il y a aussi plusieurs exemples sur des cas sans race condition, sans les fonctions async. Donc, on a vu beaucoup de choses, hein. Mais
souvent, quand on écrit des tests, on se demande quel test je devrais écrire. On a vu voilà, différents des tests plutôt unitaires, des tests de composants, etc. Est-ce que j'ai la bonne stratégie de test? Quel type de test je devrais écrire à quel niveau? Et c'est une question qui n'est pas facile et qu'on se pose souvent quand on écrit des tests, et c'est normal. Et quand on cherche des réponses à cette question-là, on a très rapidement, on a cette image-là qui vient de la pyramide des tests. Alors, vous connaissez la pyramide des tests? Beaucoup de gens connaissent. L'idée, c'est une métaphore qui est de dire, c'est une métaphore qui nous dit un petit peu la forme de la stratégie de test, où en haut, on aurait les tests manuels, donc ça veut dire qu'il faut faire peu de tests manuels, des tests d'intégration, un petit peu plus de tests end-to-end, un peu plus de tests d'intégration et un peu plus de tests unitaires. Donc l'idée, elle paraît un peu séduisante parce qu'on n'a pas envie de faire beaucoup de tests manuels, on est quand même des ingénieurs, on a envie d'automatiser les choses et on a envie de faire des tests sur des trucs qui nous rapportent du feedback assez rapidement. Donc l'idée paraît séduisante. Néanmoins, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'équipes qui ont essayé, qui ont eu des tests unitaires de très mauvaise qualité, et qui en ont écrit beaucoup pour respecter ce paradigme. Et puis il y a d'autres voix qui nous disent que finalement c'est pas la meilleure approche. Guillermo Roach, qui est l'auteur de Next.js, CEO de Vercel maintenant, qui nous disait en 2016, écrivez des tests, n'en écrivez pas trop, mais écrivez plutôt des tests d'intégration. Voilà. 2017, Ken Dodds, qui est l'auteur de Testing Library, qui nous parlait plutôt de testing trophy, c'est-à-dire plutôt commencer par des tests d'intégration, faire des tests end-to-end par-dessus, des tests unitaires et des vérifications statiques comme FlowType ou SLint. Donc en 2017, on parlait de FlowType. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de TypeScript. Et puis, plus récemment, Thomas Pierrin, qui est speaker régulier à Devoxx, qui nous parlait d'Outside-in Diamond, donc pas forcément là sur le web, mais qui lui aussi nous dit de commencer par des tests d'acceptance, rajouter des tests d'intégration, des tests end-to-end, des tests manuels, et puis en dessous, des tests unitaires. Du coup, ça fait pas forcément la pyramide, on voit bien que ça fait pas forcément l'unanimité, que ça n'a pas forcément été repris. Et du coup, alors voilà, nous on pourrait venir et nous dire, voilà, on vous propose notre format, qui est comme ça. Ce qu'on vous propose, c'est autre chose, c'est de choisir votre stratégie de test par rapport aux raisons pour lesquelles vous testez. Donc c'est un petit atelier que vous pouvez faire lors de la prochaine rétro. Vous prenez un tableau avec beaucoup plus de colonnes qu'on a, et vous mettez en colonne les raisons pour lesquelles vous testez. Donc ça, déjà, va réfléchir aux raisons pour lesquelles on teste. Par exemple, trouver des bugs. Par exemple, refactorer en confiance, avoir un feedback rapide. Vous pouvez avoir aussi toutes les raisons que vous attendez et aussi ce que vous attendez de votre relation avec les tests. Le fait que ça aille vite, le fait que d'avoir un feedback rapide. Toutes les choses, le fait de trouver des vrais bugs, toutes les choses que vous attendez. Ensuite, en ligne, vous mettez les différentes pratiques que vous voulez challenger. Donc ces pratiques, ici j'ai mis test manuel, end-to-end, test de composants, test unitaire. Vous pouvez mettre un petit peu toutes les pratiques de test que vous avez déjà et les pratiques que vous avez envie d'essayer. Et puis, je vous propose qu'on le remplisse ensemble. Alors, on va le remplir ensemble, c'est entièrement contextuel. Ne prenez pas ce que je vais mettre pour argent comptant, dire il faut faire ça. C'est absolument contextuel, c'est dans ma tête. Vous remplissez avec ce que vous voudrez. Prenez le nombre de cellules qu'il y a dans ce tableau, vous divisez par 2, ça vous donne le nombre d'étoiles que vous allez pouvoir remplir. Donc ici, on va dire les tests manuels, ça nous permet de trouver des bugs, donc on va mettre 2 étoiles. Les tests end-to-end, 2 étoiles pour trouver des bugs, 1 étoile pour refactorer en confiance. Encore une fois, c'est complètement contextuel. Vous aurez vos réponses à vous. Tests de composants, donc ce que j'appelle tests de composants, c'est plutôt des tests avec Testing Library, en moquant le réseau, etc. Ça nous permet de trouver des bugs. Par contre, ça nous permet de refactorer en confiance parce qu'on a une plus grande couverture. Encore une fois, c'est des raisons. L'important, c'est que vous ayez cette discussion. C'est pas forcément que moi je vous la donne. Ça permet d'avoir aussi un feedback rapide. Test unitaire, ça permet d'avoir un feedback rapide. Voilà. Et à partir de là, vous supprimez
toutes les colonnes du tableau, vous comptez le nombre d'étoiles, et ça vous donne un petit peu le format que vous pourriez aborder par rapport aux raisons que vous avez listées. Du coup, on a bientôt terminé. On a vu plusieurs choses. On a vu que pour améliorer notre relation avec les tests, l'accessibilité pouvait compter, que c'était important que les tests nous facilitent le changement. On a vu que ce n'était pas tabou de faire des tests manuels, que les tests pouvaient nous aider à documenter via Storybook, et puis par rapport face à l'inconnu, le property-based testing peut nous aider. Et donc, pour sortir de cette séance, les relations, comme dans les relations de couple, les relations, ça se travaille. Ça se travaille en continu. Nous aussi, on est en train de, par exemple, travailler sur les tests end-to-end. Il faut se donner le temps de chercher le moment haha, déjà, de tomber amoureux avec les tests, tomber amoureux ou amoureuse, de travailler cette relation avec la conscience qu'il faut exposer un peu de vulnérabilité, il faut accepter qu'on va trouver des erreurs dans notre code et dans nos tests aussi. Donc, vulnérabilité, accepter les erreurs et faisons plus de tests avec moins d'ego. Merci. On a les ressources. On a 8 minutes pour des questions, donc n'hésitez pas. Hop, alors je sais pas où est le micro. On va les répéter. Alors, est-ce qu'on commit le seed quand on fait des tests de property-based testing? On ne fait pas de property-based testing chez Datadog aujourd'hui. Et ça revient au fait que ça dépend. Ça dépend du contexte. Ouais. Donc, je ne peux pas te répondre, désolé. Moi, j'aurais... Juste pour répondre à ta question, moi j'aurais tendance à ne pas le faire et à écrire un test un petit peu plus lisible si ton cas d'usage est suffisamment représentatif pour que ce soit un bug que les clients pourraient avoir. C'est-à-dire que si tu estimes que là ça m'a permis de trouver un vrai bug, je vais le tester aussi par un autre moyen. Voilà, que par du property-based testing. Mais moi, c'est par rapport à mon opinion du property-based testing que je trouve bien pour trouver des choses, mais peut-être un peu moins bien pour documenter. Voilà, ça c'est ma réponse. Mais ça peut être aussi une piste de simplification de committer le seed. Oui. Ok, comment on fait pour convaincre ou pour faire tomber amoureux des tests les équipes? Vous voulez répondre? Moi, je dirais, peut-être la première chose, c'est de ne pas être ultra ambitieux et de se dire, on va essayer de tacler la partie marrante des tests. Et peut-être de démarrer par quelque chose qui nous apporte, je dirais, de la satisfaction personnelle. Moi, je dirais peut-être commencer par les end-to-end parce que c'est marrant à écrire. Voilà. Peut-être une autre piste, ça peut être pour te faire du TDD parce que c'est aussi marrant à faire. Je sais pas. Tu as Paola, tu as une idée? Moi, par exemple, c'était de trouver des problèmes complexes. Moi, ce que je trouvais ennuyeux dans les tests, c'est de devoir avoir à penser aux inputs, genre au cas des tests. Ça m'ennuie, toujours. Là où quand j'ai commencé à faire des tests avec Testing Library, par exemple, résoudre le cas de trouver une cell dans une table, ça
c'est compliqué. Et c'est cool de résoudre. C'est un peu un petit jeu. Ça devient un jeu. Trouver le côté amusant des tests. Ouais. Comme, Et par ce côté amusant, pardon, je t'ai coupé, non? Oui, non. Par ce côté amusant, peut-être aussi que le tooling soit sympa. C'est-à-dire que quand on fait des tests end-to-end, ce qu'il y a de sympa, c'est de les voir tourner au moment où on fait commande S pour sauvegarder, qu'on voit qu'on est en bi-écran, donc on a un écran avec le code, un autre écran avec le test, et qu'au moment où on sauvegarde, le test il démarre tout de suite. C'est waouh, ça fait plaisir. Yes. Alors la question, moi je répète juste la question. Ouais. Donc du coup, est-ce que c'est le fait de randomiser les inputs, est-ce que c'est pas dangereux par rapport aux faux positifs? Je te laisse répondre. Moi je dirais que non, parce que probablement s'il y a un bug, s'il y a un erreur, c'est qu'il y a vraiment un bug. Et alors, l'aléatorité des erreurs, ce que ça peut donner, ça peut donner plutôt que des faux positifs, ça peut donner des flaky tests. Mais ce ne sont pas des les flaky tests. Flaky, parce qu'il échoue de temps en temps. Parce qu'ils sont pas pour moi, toujours ça rentre dans les faux positifs, cela. Pour moi, non, dans le cas où... Et là, on discute. Là, on commence à se battre. Non. Non. Si ça échoue, c'est que probablement, il y a vraiment un bug qu'on n'a pas trouvé avec les tests, avec des inputs qu'on a en entrée. Le risque, c'est de ne pas maîtriser peut-être son framework de test, etc. Et d'entrer dans une situation où on a des faux positifs. Et si on lance plusieurs fois le test, il y a une fois ça va passer, une fois ça va pas passer. Et quand on investigue, on se rend compte qu'au final, ah ouais, on a mal utilisé le framework de test. Ça peut arriver aussi. Peut-être que le risque aussi, dans le property-based testing, c'est de ne pas bien identifier la bonne propriété qu'on veut tester. Voilà. C'est surtout ça. Est-ce qu'on a des flaky tests chez Datadog? Est-ce qu'on a des solutions pour ça? Oui. Ouais, alors pour les tests unitaires, on a un outil de Datadog qui nous permet, un outil qui s'appelle CI, qui nous permet en fait de détecter dans toutes les pipelines les tests qui échouent aléatoirement et détecter les tests flaky. Et du coup, ça nous permet de les montrer du doigt assez rapidement et de les trouver. Pour les tests end-to-end, malheureusement, ça fait partie des choses qu'on doit encore améliorer. On a des tests end-to-end qui sont flaky. On essaie de les détecter, on les corrige manuellement. Néanmoins, c'est quelque chose pour lesquels on n'a pas de recette miracle. Ouais. Ce qui marche bien, c'est avec le système de monitoring des tests et des flaky, c'est qu'on est pingé tout de suite sur Slack. Et on a les owners et on y travaille. On va les mettre en mute et on va travailler. Et on n'en a pas parlé, mais il faut aussi là prendre le temps de réparer et pas de mettre sur le tapis et aller avant avec les erreurs. Oui. Ouais. Donc, alors, la question c'est par rapport au mock de mock service worker, que faire lorsque l'API change? C'est une bonne question. Tu veux que j'y réponde ou? Oui, vas-y. Du coup, moi, ce que je recommanderais, c'est en fait, il n'y a pas de recette vraiment miracle pour les détecter. C'est-à-dire que si c'est une API externe et qu'elle est faite par une autre équipe qui ne vous prévient pas quand ça change, vous devez vous en prémunir avec d'autres types de tests, soit des tests d'API sur leur API, soit de tests end-to-end, mais vous ne pourrez pas les changer. Sinon, si vous êtes au courant, faites des mocks en 2 versions. Et ça va vous permettre de tester le composant, de tester avec plus ou moins d'un feature flag, pouvoir dire je le teste avec cette version, je le teste avec cette version-là, et le jour où ils font la bascule, on est prêt à réagir, quoi. Ouais. Et on a parlé de
mettre les contrats de test sur les API parce que les API, ils sont pas censés changer violemment. Ils sont censés gérer les migrations. Ok, il est 0, on a plus de minutes pour les questions. Merci beaucoup. Merci.